Voilà, bonjour à vous tous. On me dit qu'on peut démarrer. D'abord, un immense merci parce que, franchement, on est admiratif du fait que vous soyez là, avec la chaleur qu'il fait. Vous êtes très résilients, très résistants, et merci infiniment d'être présents pour écouter un très bon panel sur une question absolument centrale, qui n'est pas sans lien d'ailleurs avec la chaleur qui nous étouffe un peu, puisque nous allons essayer de voir comment nous pouvons atteindre la neutralité carbone. Alors bien sûr, voilà, on sent bien que c'est un objectif absolument majeur, mais à quel rythme? Tout est dans le comment, en fait, avec quel mix énergétique, avec quelle priorité, avec quelle politique publique aussi, dans un monde en plein bouleversement et qui est percuté par la géopolitique et où les questions de souveraineté sont devenues essentielles. C'est tout ça qui va nous occuper pendant une petite heure. On a un beau panel que je vais vous présenter, un panel international. On a la chance aussi d'avoir 3 anglo-saxons qui vont en plus nous faire l'amitié de parler en français, ce qui est quand même incroyable. Et merci aussi à tous les 3 parce qu'on aura plaisir à vous entendre parler notre langue. Je vous présente donc notre panel. D'abord un industriel, Claude Imoven, qui est président du conseil d'administration d'Orano. Orano, c'est un acteur majeur de l'énergie nucléaire. C'est dans le top 3 mondial sur ses activités. Il est même numéro 1 mondial dans le transport nucléaire. Orano, c'est 17 000 salariés, dont 14 000 en France. Ensuite, un assureur, juste à côté, Denis Stasinski, qui est directeur souscription de Zurich France. Zurich, c'est un assureur historique qui a plus de 150 ans, multibranche, servant aussi bien les entreprises que les particuliers. C'est 200 pays, c'est 60 000 salariés, c'est très gros. Nous avons aussi, juste à côté de lui, un investisseur américain, Yon Yadigaroglou, qui est managing partner de Capricorn Investment Group. Et Capricorn, c'est une plateforme d'investissement depuis 25 ans sur les technologies bas carbone, qui permettent précisément d'atteindre la neutralité carbone. Et ça, c'est intéressant, puisqu'on a vraiment quelqu'un qui connaît la maille fine de ce qui se fait aujourd'hui en matière de technologie, de deep tech et d'ingénierie. À ses côtés, ensuite, nous avons 2 représentants de think tank tout à fait prestigieux. Isa Grab, qui est senior fellow à Bruegel. Bruegel, c'est un think tank qui est basé à Bruxelles, qui est spécialiste, qui a 20 ans, je crois, une vingtaine d'années, je crois, cette année, et qui est un think tank tout à fait renommé pour son acuité sur les politiques publiques, qui influence donc les politiques de l'Union européenne aussi et des États, et qui produit donc tout à fait une recherche académique extrêmement intéressante. Et puis, juste à ma droite, Mario Loyola, qui est senior fellow en droit, en économie, en technologie, qui enseigne à l'université de Floride, professeur de droit de l'environnement et de droit administratif. Et vous travaillez aussi à l'Heritage Foundation. L'Heritage Foundation, certains d'entre vous doivent connaître, c'est un des plus grands think tanks politiques américains dans le paysage américain. C'est un think tank qui, je crois, a joué un rôle éminent dans la politique américaine, en influence et en pourvoyeur d'idées, j'allais dire, pour les républicains, pour le camp conservateur, et qui a notamment beaucoup influencé Ronald Reagan et puis Donald Trump pendant son premier mandat. Je vais passer maintenant la parole à Kathleen Schubert. Kathleen est professeure d'économie à la Paris School of Economics, et Kathleen va nous présenter le cadrage en fait économique de ce sujet qui nous passionne tous, qui est atteindre la neutralité carbone. Kathleen, c'est à toi. Merci. Donc bonjour à tous. Dans le monde, en fait, dans le monde académique des économistes du climat, il y a deux jeunes chercheurs qui sont basés aux États-Unis, qui ont vraiment publié une bombe absolue sur les estimations du coût de l'inaction si on ne fait rien donc, pour atteindre la neutralité carbone et pour lutter contre le changement climatique. Un des deux est un Français, il s'appelle Adrien Bilal, un très brillant Français. Et donc leurs travaux ont une caractéristique importante, c'est qu'ils sont extrêmement solides sur le plan empirique, ce qui est très difficile à faire parce qu'évidemment on n'observe pas les effets macroéconomiques de ce qui se passerait pour une hausse de la température de 2, 3, 4 degrés. On ne sait pas. On ne l'a jamais expérimenté depuis des milliers d'années. Donc ils ont une méthodologie extrêmement solide et leurs résultats, dont personne n'a encore réussi à les contredire réellement, c'est que pour plus de degrés de réchauffement, on aurait une perte de PIB mondial de 50%.
C'est juste colossal. Donc ce sont des estimations bien plus élevées que ce dont on disposait jusqu'à présent. Bon, ils vont être extrêmement critiqués, c'est certain, mais enfin pour l'instant, on n'a pas encore trouvé la faille dans leur méthodologie. Voilà, donc c'est vraiment un exemple pour vous expliquer... C'est vertigineux. Oui, pour vous expliquer à quel point c'est vertigineux et que donc faire cette transition, c'est vraiment pas une option, quoi. Il faut la faire. Alors, même si on ne sait pas ce qui se passera à plus 4 degrés, on sait déjà qu'au moment de l'accord de Paris, on croyait encore pouvoir limiter le réchauffement de la température grâce à des politiques économiques appropriées à plus 1,5 degré, voire 2. Mais là, plus 1,5 degré, c'est déjà fichu en fait. Donc en France, la température a déjà augmenté de plus 1,5 degré en moyenne. Et donc voilà, donc tout va beaucoup plus vite que ce qu'on pensait. Alors je ne veux pas non plus vous désespérer, mais quand même, les choses sont assez inquiétantes, d'autant plus que pour des raisons complexes, on assiste actuellement à ce qu'on appelle dans les journaux le backlash écologique, donc qui a un peu été initié par ce qui se passe aux États-Unis, bien sûr, mais pas uniquement, qui provoque une espèce de montée de ce qu'on peut appeler climato-relativisme. Ce n'est pas vraiment du climato-scepticisme. Le climato-relativisme, c'est une version plus politiquement correcte, disons, du climato-scepticisme. Ça consiste à dire que bon, les scientifiques, quand même, ils exagèrent, on va trouver des solutions, on en fait trop, il y a d'autres problèmes bien plus importants, etc., etc. Et donc, ça monte beaucoup dans la population, on le voit dans les enquêtes qui sont disponibles, et les politiques reflètent un peu ce sentiment-là, d'autant plus que peut-être qu'on s'est un peu trompé d'instrument, c'est-à-dire qu'on voit en Europe aussi, parallèlement, une montée anti-réglementaire, disons, anti-normes, et bon, évidemment, quand on renonce à l'instrument de prix, quand on renonce à la taxation, il faut bien faire la politique économique autrement, donc on a peut-être un peu abusé des normes, en effet. Donc ce climat n'est pas très favorable à la transition, d'autant plus que la transition c'est quelque chose, la transition bas carbone, c'est quelque chose qui advient dans un monde très incertain. On est dans un monde où, en effet, il y a des tensions qui peuvent laisser penser que le problème climatique passe au second plan. Donc on voit bien les tensions géopolitiques, les guerres, qui sont évidemment au premier rang des préoccupations des gens. Donc voilà. Alors il y a quand même des éléments très très nets qui peuvent quand même frapper les gens qui sont dans un mode climato-relativiste, c'est-à-dire que on peut tous constater que les événements extrêmes, les événements météorologiques extrêmes s'accentuent, ils sont plus fréquents, ils sont plus graves. Les assureurs le voient très très bien, hein, et on a des chiffres très très nets des compagnies d'assurance. Bon, les grandes compagnies d'assurance en particulier publie ça, hein, et donc ça atteint des montants absolument colossaux. Il y a des endroits qui sont même plus assurables. Ce qui est assez paradoxal, c'est que les montants les plus élevés sont aux États-Unis, et donc bon, les problèmes sont déjà là. Alors, pour nous, ce qui est important à comprendre, c'est trois choses. C'est d'où vient ce climato-relativisme. Est-ce que c'est parce que nous, les économistes, on a trop découragé les gens, on les a désespérés, qu'ils se disent bon ben finalement il n'y a rien à faire, c'est fichu, voilà. Est-ce que c'est en partie ça? Est-ce que c'est le fait de la montée de ces autres problèmes, évidemment, comme j'ai dit, les guerres et les tensions géopolitiques? Quels sont les ressorts? Donc, quels sont les ressorts psychologiques? Quels sont les ressorts et qu'est-ce qu'on peut faire contre? C'est un premier problème, bien sûr, crucial. Le deuxième problème crucial, c'est quelles sont les politiques économiques acceptables? On se heurte à des problèmes d'acceptabilité. Les gens, en France, on a cette espèce de traumatisme psychologique dû aux gilets jaunes, hein. Donc on hésite à repartir sur des taxes carbone. Bon, voilà. Donc il y a le problème des politiques économiques. Quelles sont les bonnes politiques économiques que la population puisse accepter, qui puissent embarquer la population dans un narratif, disons, favorable à ces transitions? Et enfin, quelles sont les bonnes technologies? Donc voilà, donc je crois que je vais m'arrêter là, que notre panel va essayer d'éclairer ces questions.
Et il est tellement divers que peut-être qu'on va avoir des réponses variées et intéressantes. Voilà, c'est ce qui est intéressant parce qu'on va pouvoir observer notre sujet justement sous des angles différents. On va commencer avec l'industriel. Claudie Mauvaine, vous avez eu d'ailleurs aussi une vie d'industriel avant de prendre la tête du conseil d'administration d'Orano. Orano, c'est le nucléaire. Le nucléaire, même s'il y a eu quelques hésitations à Bruxelles, a fini par être considéré comme une technologie neutre et favorisant la transition écologique. Quelle est la place, selon vous? On voit bien qu'il y a un renouveau du nucléaire, il y a des investissements dans de très nombreux États aujourd'hui. Quelle est la place du nucléaire, selon vous, dans cette ambition précisément de neutralité carbone? Merci de donner l'occasion de parler de cette belle industrie. Oui, clairement, le nucléaire aujourd'hui n'est plus un mot tabou, comme vous l'avez vu. J'ai été très heureux d'entendre le mot prononcé dans de nombreux forums. C'est une dynamique qui est particulièrement visible, même dans le domaine financier, puisque en ce début d'année, la BEI a annoncé soutenir un de nos investissements à hauteur de 400 millions d'euros. Et la semaine passée, j'assistais à la signature d'un Memorandum of Understanding entre le président de la Banque mondiale et le directeur général de l'AIEA. Donc le nucléaire est, avec les énergies renouvelables, un pilier du mix énergétique bas carbone qui a été reconnu pour la première fois lors de la COP 28. Et Orano contribue à cette ambition, comme vous l'avez dit, en fournissant des combustibles nucléaires, depuis la mine jusqu'au recyclage, et en maîtrisant l'ensemble du cycle du combustible. C'est une position assez particulière dans le monde occidental. On est les seuls à être présents justement dans la mine, dans la conversion, dans l'enrichissement, dans le recyclage. Sinon, à part nous, il y a les Russes et de moindre mesure les Chinois. Et donc, ce savoir-faire unique, finalement, renforce la souveraineté énergétique et permet de répondre à une demande croissante d'électricité sans émissions supplémentaires. Le nucléaire, en gros, c'est l'empreinte carbone de l'éolien, ce que tout le monde ne sait pas. Donc, je crois que c'est vraiment un élément indispensable si on veut atteindre cette neutralité carbone. Orano, par ailleurs, a pris aussi des engagements de neutralité carbone en tant qu'industriel. Tout à fait, tout à fait. Je dirais que nos amis américains diraient qu'il faut walk the talk. Donc, charité bien ordonnée commence par soi-même. Je dirais, la neutralité carbone, c'est un travail d'équipe. On ne peut pas arriver avoir du succès individuellement. Donc, on y contribue de deux manières. Premièrement, en soutenant activement le développement de l'énergie nucléaire, comme vous l'avez dit vous-même, qui est une solution bas carbone, pilotable et disponible en continu. Chacun des mots que je viens de prononcer est important dans le débat qu'on a eu notamment au Parlement. Et bien entendu, quel que soit le choix de ce nucléaire, vous avez évoqué les projets dans les SMR, les AMR, etc. Il y a un élément clé qui est présent dans tous les dossiers, que ce soit les grands réacteurs style Flamanville ou les petits réacteurs encore en réflexion, en constitution. En recherche. Il faut du combustible. Donc c'est absolument clé. Et une fois que ce combustible a été utilisé, il faut savoir ce qu'on va en faire. Donc finalement, on y contribue parce qu'on est un acteur clé de cette filière et aussi on réduit notre propre impact carbone et énergétique. C'est ainsi que Orano a adopté une stratégie climat à l'horizon 2030 qui repose sur deux volets. Un volet atténuation, réduction des émissions. C'est ainsi que le groupe a réduit ses émissions en valeur absolue de, si je m'en limite au scope 1 et 2, de 40% entre 2019 et 2024. Et un volet adaptation aux effets du changement climatique. Et il ne s'agit pas d'avoir une démarche incantatoire, il faut des choses précises et concrètes. Et c'est ainsi que les efforts financiers, parce qu'il faut faire des efforts financiers liés à cette adaptation, sont inclus dans le plan d'adaptation stratégique et dans la trajectoire financière que le conseil d'administration vient d'approuver dans le dernier conseil d'administration et qui s'élève à 250 millions sur les 10 ans à venir. C'est la première fois que le groupe faisait une telle évaluation et ce montant sera sans doute et très certainement appelé à évoluer à la hausse dans le futur.
De même, une petite illustration, je ne veux pas être trop long, mais dans sa séance de formation annuelle, le conseil s'est, au début de l'année, spécifiquement formé sur les notions de changement climatique, aussi bien sur le volet réduction qu'atténuation. Et cette formation incluait des benchmarks avec d'autres groupes industriels en pointe, comme par exemple le groupe Michelin. Donc vous voyez, même dans un contexte géopolitique tendu, et il l'est, la stratégie climat d'Orano reste accessible. Elle repose sur des leviers concrets qui sont alignés avec le cœur de métier du groupe et intégrés dans sa gestion industrielle. Alors à côté de vous, Denis Stasinski, on le voit en écoutant Clomi Oven, les industriels ont intégré aussi cette dimension de gestion des risques en fait. Hein. C'était vraiment une gestion des risques. Un assureur, c'est quelqu'un qui a une acuité particulière pour capter et gérer les risques, évaluer les risques. Les risques, on le voit, Denis, sont quand même devenus assez concrets. C'est pas pour demain, c'est déjà maintenant, comme le disait Kathleen dans son introduction. Sur cet objectif de neutralité carbone, est-ce qu'on est au bon endroit dans la trajectoire? Qu'est-ce que vous voyez des entreprises que vous accompagnez et assurez? Merci de votre question. Je vais essayer d'y répondre avec des faits. Et en préambule, je voudrais quand même souligner aussi l'engagement du groupe Zurich en termes de neutralité carbone. C'est-à-dire que sur Scope 1 et 2, on s'est engagé pour être neutre en 2030 et en y intégrant le Scope 3, de respecter les accords de Paris jusqu'à 2050. Scope 3, je rappelle, c'est les fournisseurs, hein, c'est ça. Oui, c'est l'ensemble. C'est déjà beaucoup plus difficile à faire. Exactement. Parce que ça se situe en dehors de l'entreprise. On dépendra de nos clients derrière. Une fois que j'ai dit ça, on a aussi un double intérêt à cette neutralité carbone. Un assureur, c'est du temps long. Et donc, sur cette neutralité carbone aussi, on va préserver la valeur des actifs sur lesquels on est investi. Puisqu'un assureur investit énormément sur le marché. Et puis après, le deuxième point, comme on le soulignait tout à l'heure, c'est de maintenir l'assurabilité des risques. On a un vrai intérêt à maintenir cette assurabilité des risques. Elle est encore possible aujourd'hui? Moi, je me souviens d'avoir entendu ici, d'ailleurs, un ancien patron d'AXA, ça a changé depuis, et qui avait dit une phrase qui est restée très célèbre, un monde à 4 degrés n'est plus assurable. C'était pour marquer les esprits, et à l'époque, j'étais dans ce groupe-là aussi. C'était vraiment pour marquer les esprits, parce que ce qu'on constate, c'est qu'il est indéniable qu'il y a des zones, si on se projette en 2050 ou après, qui vont devenir difficilement assurables, et sans se projeter sur 2050, déjà immédiatement, il y a quelques mois, grâce au fonds Barnier, il y a des maisons qui ont été rachetées au niveau de la Bretagne pour être détruites parce qu'elles ne pouvaient pas résister au trait de côte, tout simplement. Et il y a plein d'exemples que je pourrais donner, mais après j'irai trop loin sur les exemples, mais c'est quelque chose qui devient hélas aujourd'hui courant. Après, si on fait un focus au niveau mondial, parce qu'on observe l'évolution du risque climatique au niveau du monde, sur 2024, pour donner des chiffres, on est autour de 320 milliards de dommages économiques, ce qui représente à peu près 0,3% du PIB. Et au niveau assurantiel, ce qui est assuré par rapport à ces 320 milliards, on est autour de 140 milliards de dommages assurés. Et en termes de projection, on est sur un tendanciel aujourd'hui à date d'une augmentation de 5 à 7% par an. Et si on prend le 7%, pour faire simple, ça veut dire que ça devrait doubler en 10 ans, en régime normal, sans avoir un écart type par rapport à ce que je suis en train de dire. Et on a des études aujourd'hui qui sont accessibles au niveau de la presse, qui prédisent qu'on a une chance sur 10, sur une année 2025, 2026 ou 2027, d'avoir plus de 300 milliards de dommages assurés. Donc les dommages économiques, ça rebondit un petit peu sur ce que vous disiez tout à l'heure, de l'impact sur le niveau du PIB. Un assureur, qu'est-ce qu'il a comme avantage? C'est qu'on dispose de modèles. On est capable de modéliser les risques et les événements climatiques, non seulement au niveau statique, c'est-à-dire la vision qu'on veut avoir aujourd'hui, mais on a aussi une capacité à avoir une vision dynamique, donc prospective, 2030, 2050, 2100, en fonction des différents scénarios du GIEC, au niveau des différents RCP, donc entre plus 2, plus 3, plus 4. Et juste avant de finir mon propos, je vais donner un exemple, parce qu'on vient de sortir une étude concernant la résilience de l'infrastructure énergétique du système européen, qui va être public, hein, enfin qui est public, sur un scénario à 2 degrés. Donc on a été, on va dire, assez sympathique, je ne sais pas si c'est le mot, en tout cas, par rapport à la trajectoire. Et à la lecture de ce rapport, vous découvrez que quelque part,
on investit beaucoup au niveau des énergies renouvelables. Et vous vous rendez compte que sur un scénario à 2 degrés, on a plus de 50% de nos énergies renouvelables qui sont en Europe, qui seront à risque par rapport aux événements climatiques, qui sont à risque par rapport à la grêle, qui sont à risque par rapport aux tempêtes. Et le dernier exemple que je pourrais donner, c'est la tempête d'Arag en décembre 2024. Il y a tout un champ de panneaux photovoltaïques qui a été complètement détruit à cause de cette tempête. Mais après, il y a des solutions qui existent, il y a des solutions d'adaptation qui existent. Et nous, en tant qu'assureurs, on a tout un volet, tous des outils de solutions, justement, pour aider nos clients à s'adapter dans l'évolution de ce monde. Alors les assureurs ont un rôle bien évidemment d'aiguillon aussi pour les entreprises et bien évidemment aussi d'aiguillon dans les technologies aujourd'hui. On va vous demander, Yon, avec votre expérience d'investisseur depuis 25 ans, de votre œil avisé sur les technologies, vous me rappeliez en préparant ce panel que vous aviez aussi investi dans Tesla, dans SpaceX, voilà, vous avez un range, j'allais dire, voilà, de technologies. Qu'est-ce qui vous paraît aujourd'hui les technologies les plus mûres pour obtenir cet objectif de neutralité carbone? Si vous aviez un mix idéal de technologie, qu'est-ce que vous choisiriez? Je vais peut-être plutôt donner un ou deux exemples. C'est vrai que j'ai eu la chance, les dernières 25 ans, de vivre un historique absolument extraordinaire dans tous ces domaines. Vous mentionnez Tesla. Quand on a investi dans Tesla, le premier prototype, nous avions des batteries à $1000 le kilowattheure. Et aujourd'hui, on fait des cells plus performantes que ce qu'on achetait à l'époque, bien plus performantes, et on le fait aujourd'hui pour moins que $50 le kilowattheure. Donc regardez la différence qu'il y a eu. Pareil, j'avais investi il y a plus de 20 ans dans les cellules solaires, et on faisait compétition. À l'époque, on essayait de faire des panneaux à, on va dire, à $2 le watt, ou même à 5 au début. Et aujourd'hui, j'achète un produit qui est bien plus performant, partout dans le monde, pour peut-être 9 centimes le watt. Donc on parle d'avoir commencé quelque chose, on arrive à des facteurs de presque 100 sur la baisse des prix et pour des performances supérieures. Ça, je vous interromps une seconde parce que c'est extrêmement important, Yon, ce que vous venez de dire. Oui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la bataille des coûts, finalement, les ENR l'ont gagnée. Et en plus, à chaque moment... Alors je vois Claude qui dit non, donc c'est bien, on va faire du débat. Alors à chaque moment, on a l'impression, oui, mais ça ne peut pas continuer. Et alors, ce qui est très amusant de mon métier, c'est que je vis tous les jours le fait que ça continue. Donc les histoires aujourd'hui sont tout aussi passionnantes et le futur est tout aussi excitant qu'il était il y a 20 ans. Donc je vous donne peut-être juste 2-3 exemples. Parlez bien près du micro. Oui, excusez-moi, oui. Alors je vous donne 2-3 petits exemples. Par exemple, dans le solaire, alors les panneaux sont devenus tellement bon marché qu'on doit s'attaquer plus aujourd'hui à tout ce qu'il y a autour du panel. Et j'ai une boîte qui s'appelle Earthos, où nous avons décidé maintenant, on a les panneaux qui sont derrière des tracteurs sur des, comment on dit, un trailer, voilà. Une remorque? Une remorque, voilà, une remorque. Et nous mettons directement les panneaux de la remorque directement sur terre. Et on peut faire ça avec une vitesse incomparable par rapport aux méthodes traditionnelles d'installation. Ça crée de nouvelles problématiques de le faire comme ça, qu'on peut régler, par exemple avec de la robotique. Donc, et là, on arrive à faire baisser du jour au lendemain de 30% les coûts d'une installation solaire par rapport à ce qu'on était capable de faire l'année d'avant. Il y a 15 ans, on a inventé le tracker. Donc aujourd'hui, une majorité de ce qu'on fait aux US et une majorité même en Europe se mettent sur des pilotis qui suivent le soleil. Et bien là, on fait 30% moins cher en allant encore plus vite et avec un supply chain plus facile. Je vous donne un autre exemple. On parle de batterie. Avec le cofondateur de J.B. Straubel de Tesla, il y a 4-5 ans maintenant, on a créé ce qui est devenu le numéro 1 aux US du recyclage de la batterie, Redwood Materials. Et si vous regardez, il y a une dizaine de jours, on a lancé Redwood Energy. Parce qu'on est le numéro 1 en recyclage de batterie, on reçoit des gigawattheures de batteries chaque année qui nous reviennent de l'automobile et des camions.
même que c'est des petits marchés pour l'instant, c'est déjà des très 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 gros volumes. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris des packs qui revenaient de l'automobile et des camions qui étaient qui ne performaient plus de manière suffisante pour la route, mais qui sont encore tout à fait capables de faire du stockage d'énergie. Ils ont mis du solaire Earthos à côté, qui est l'électron le moins cher du monde. Ces batteries qui sont les moins chères du monde parce qu'on ne les a pas payées, elles ont déjà été utiles sur les routes et elles vont de toute manière être recyclées 2-3 ans plus tard. Et ils sont alliés avec Crusoe, qui est un des numéros 1 un des tops dans la construction de data centers pour l'intelligence artificielle. Donc ils ont mis ces 3 choses ensemble pour pouvoir directement faire du solaire, stockage et intelligence artificielle dans un endroit du Nevada sans faire appel ni au gaz, ni au nucléaire, ni à quoi que ce soit d'autre, à des prix imbattables. Très, très rapidement, juste pour changer de thème. Mais c'est un point extrêmement important, parce que je pense d'ailleurs que Mario voudra intervenir là-dessus aussi. Oui, c'est-à-dire que le point faible, on le sait, des ENR, c'est la gestion de l'intermittence et du stockage. Et là, vous nous dites qu'en fait, il y a des technologies aujourd'hui, si je vous écoute, sans être trop techno-solutionniste, mais qui permettent, en tout cas, qui progressent et qui permettent aujourd'hui, y compris avec de l'IA, de gérer le point faible des ENR, qui est la question du réseau, de l'intermittence et du stockage. Il n'y a aucun doute que, alors encore une fois, les détails sont importants. Là, il s'agissait du Nevada, c'est très ensoleillé, quasiment 365 jours par année. Aussi, il se trouve qu'une partie des data centers en AI ne sont pas trop sensibles au fait que de temps en temps, il peut y avoir une journée où on produit un peu moins d'électricité, parce qu'ils peuvent moduler la quantité de consommation qu'ils ont. Donc si vous voulez vraiment quelque chose de 100%, ça coûterait plus cher de le faire comme ça. Mais si vous avez besoin que votre data center marche 80 à 90% du temps et pas 100%, c'est de loin aujourd'hui l'option la moins coûteuse. Et ça, on parle des US. Je ne parle même pas de la Chine, où les prix sont encore beaucoup plus bas. Alors, juste pour très très vite un autre exemple, on est en train de relancer l'électricité géothermique, qui aujourd'hui joue un rôle petit. Quasiment personne n'aime parce qu'il y a eu beaucoup d'échecs. Et il y a peu de projets, et puis c'est souvent dans des géographies qui ne sont pas idéales, loin de là où on veut mettre des usines, où il y a de la consommation. Donc, ce n'est vraiment pas un domaine où il y a beaucoup d'intérêt. Et de jeunes sont venus me voir il y a 5 ans et m'ont dit, c'est très étrange, nous n'avons pas appliqué les nouvelles technologies du domaine pétrolier au géothermique, qui sont le forage horizontal, horizontal drilling, et le fracking de pierre. Je ne sais pas comment on dit en français. Le fracking, on appelle ça comme ça, je crois. La fracturation. Fracturation de pierre. Et très vite, fracturation hydraulique. Alors très vite, on s'est rendu compte qu'en mettant ces 2 technologies ensemble, on pouvait aller dans des géographies beaucoup moins rares, au milieu de nulle part, là où il y a juste du granit, et très 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 vite creuser des forages très profonds, et aller en horizontal et créer notre propre réserve de chaleur en faisant le fracking entre nos puits. Et là, donc, c'est une technologie qu'on peut appliquer de manière beaucoup plus certaine, avec beaucoup moins de risques, avec des coûts beaucoup plus faibles. Et nous avons, dans notre premier essai dans le Nevada, nous avons créé le puits géothermique le plus puissant du monde, avec des coûts absolument inespérés par rapport à ce qu'on pensait il y a même 2-3 ans en arrière. Et nous pensons maintenant, on a une bonne visibilité sur le fait que dans les 5-10 années à venir, dans les 5 années à venir, on fera des gigawatts, et que dans les 10 années à venir, on pourra faire des dizaines de gigawatts aux US depuis géothermique. Donc, et ça, c'est de l'énergie qui est 365 par jour, complètement stable. Donc, elle n'a pas l'impact, elle n'a pas le problème, on va dire, de l'éolien. Sans trop de dégâts environnementaux? Alors, contrairement à l'utilisation du fracking dans le domaine pétrolier, où il y a un problème de pollution, là, parce que c'est du granit et c'est de l'eau et de la chaleur, il n'y a pas de problématique de pollution. Est-ce qu'il y a un impact visuel? Quand vous construisez une usine d'électricité, il y a un impact visuel. Vous avez des turbines qui tournent. Donc, je ne veux pas dire que c'est... Je ne vais peut-être pas mettre en... Si vous avez un parc naturel, ce n'est peut-être pas l'endroit pour le mettre. Mais il n'y a pas du tout la problématique de la pollution qu'il y a dans le fracking de pétrolier. Donc ça n'existe pas. Nous avons une chose en commun avec le fracking pétrolier, c'est qu'il faut faire attention au côté sismique. Vous ne voulez pas faire ça à côté d'endroits
de failles Bien sûr. importantes où il y a des populations en danger. Parce que ça pourrait être Ça peut déclencher fragiliser, oui. on est d'accord. Donc, comme toutes les technologies, dans le détail, il faut faire attention à ce qu'on fait, il faut le faire bien. Mais c'est vraiment une porte qui s'ouvre à nouveau avec les progrès qui nous viennent directement de l'industrie pétrolière. Et c'est une des seules technologies, je dois dire, parce que je vis, moi, aux US, et je travaille aux US, et donc je suis au milieu de toute cette politique qui est insupportable. Mais c'est une des seules technologies qui est aussi aimée par les républicains que par les démocrates et que par tout le monde. D'ailleurs, notre plus grand fan, c'est Chris Wright. Un point de consensus. Voilà. Voilà, merci Yon. Et d'ailleurs, la géothermie, j'ai entendu aussi dans un panel ce matin quelques grands dirigeants d'entreprises françaises dire qu'il y avait aussi un potentiel énorme sur la géothermie avec de nouvelles technologies. Heather, on arrive avec vous sur une autre façon de faire la neutralité carbone. C'est aussi que les États, l'Union européenne, les politiques publiques s'en occupent. Mais en préparant cet échange, je m'avais dit, attention, il n'y a pas que le carbone. La neutralité carbone, c'est bien, mais en fait, il faut peut-être... en fait, vous avez rediscuté le titre de notre panel, et en disant, au fond, il faut intégrer d'autres éléments, parce qu'en fait, tout est lié dans la problématique qui nous occupe aujourd'hui, et pas simplement la question du carbone. Expliquez-nous. Oui, alors l'objectif de la neutralité carbone pour 2050, c'est Parlez bien près du micro. Voilà. D'avoir cet objectif, parce qu'il faut avoir un objectif et une mesure pour voir, pour mesurer notre progrès et pour voir globalement si on recule ou on progresse. Et donc, je ne prends pas en question cet objectif lui-même, mais c'est qu'un objectif. Même si on regarde les lois de la physique, de la chimie, de la biologie, et sur certainement les recherches les plus récentes, par exemple de l'ONU, on peut voir que même si nous pourrions absolument finir avec les émissions de carbone maintenant, absolument aujourd'hui, nous aurons quand même des gros problèmes de l'eau, de la pollution dans les océans à cause de la pollution de plastique, etc., qui menacent nos économies et aussi notre santé. Donc, il faut voir qu'il y a plus que carbone dans ce que les économistes appellent les externalités. Externalités, c'est ça. Les externalités qui ne sont pas comptées dans nos systèmes. Nos mesures de PIB, aussi nos mesures de productivité, etc. Donc, il faut évaluer et insérer beaucoup plus globalement ces autres questions. Aussi parce que les impacts climatiques sur la nature nous empêche de continuer beaucoup d'activités économiques. Par exemple, même l'énergie nucléaire a besoin de l'eau qui flue dans les rivières et qui est à basse température. Il n'est pas possible pour la France, par exemple, d'atteindre sa potentiel en énergie nucléaire maintenant parce qu'il fait trop chaud et le niveau de l'eau est trop bas. Il y avait des gros problèmes, par exemple, en 2022, quand il n'était pas possible d'atteindre ce potentiel. Donc, c'est juste un exemple. On a aussi, bien sûr, production de nourriture, question d'eau parmi dans le monde, etc. Donc, pour ça, je préférerais un objectif de neutralité climatique et de neutralité vers la nature aussi. Mais en fait, je crois que maintenant, dans la politique économique de la transition, en ce moment, on a un gros risque de reculer et de ralentir juste au moment quand il faut absolument gagner de l'élan. Parce qu'on va perdre les investissements. On voit déjà cette année, après l'inauguration de Trump, comment les investissements dans les secteurs verts de toutes sortes, en énergie, mais aussi d'autres, ont tombé. Et je viens de la table ronde avec Mario Draghi, je crois que tout le monde y était, et Draghi, il a dit... Maintenant, en Europe, les subsides, la grande majorité des subsides bénéficient les industries en place, pas les innovateurs,
pas les startups, pas en fait les nouvelles technologies qui peuvent produire des solutions dont nous avons besoin. Et ça, c'est un problème. Si on ralentit avec la transition, on perd les investissements, on continue à subsidier les industries qui sont difficiles à réduire de la carbone, on va perdre du temps, mais surtout, ça va rendre toute la transition beaucoup plus chère. Et j'aime bien ce que Kathleen a dit au début de cette session, qu'en fait, on a beaucoup estimé les coûts de la transition, mais on n'a pas beaucoup estimé les coûts de l'inaction et surtout de perdre l'investissement qui est nécessaire dans ces secteurs. Et c'est pour ça qu'un autre point de Draghi, que la certitude, en fait, nous sommes très fiers ici en Europe que notre cadres de régulation, etc., sont fiables. On peut donner des certitudes aux entreprises, aux investisseurs. Ce n'est pas comme d'autres pays où on a beaucoup d'incertitudes. Mais en fait, on voit qu'en maintenant, avec l'incertitude sur les objectifs de l'Union européenne, ou pas les objectifs, mais plutôt les politiques pour arriver aux objectifs, on perd déjà de l'investissement. Donc, les coûts de la transition seront beaucoup plus grands quand la transition nous est imposée par le climat. En ce moment, en Europe, on a l'idée un peu que dans les débats qu'il y a une option de maintenir le statu quo. On peut tout simplement ralentir ici en Europe et c'est pas grave, on y arrive en 10 ans et pas en 5 ans. Mais c'est pas comme ça parce que le changement climatique est ici. Et en fait, je crois qu'il y a des grosses questions que maintenant, on est vraiment au début du débat. Par exemple, question d'assurance. Est-ce qu'il y aura des régions en Europe et aussi des secteurs où il sera impossible pour les assureurs de fonctionner? Donc, ça a des impacts énormes sur, par exemple, le marché des crédits. On ne peut pas prendre un crédit sans assurance. On peut voir déjà aux États-Unis où il y a les assureurs qui ont déjà reculé des régions en Floride, en Californie, parce que les risques sont trop grands. Il est impossible. Donc, il y a beaucoup de défis qu'on commence maintenant à comprendre et il faut trouver des solutions en commun. Donc, ce n'est pas le moment de reculer, mais dernier point. En ce moment, je vois aussi, si on voit les sondages, que le public est plus avancé que la classe politique. La public en Europe, 80% veulent plus d'action climatique en climat. Il y a un soutien très grand de la public. Et c'est sur toutes les classes socio-économiques aussi. Ce n'est pas question de pauvreté, de richesse, c'est vraiment tout le monde, et surtout les jeunes qui sont vraiment inquiétés par le changement climatique. Mais en fait, c'est la classe politique qui est beaucoup plus anxieuse, qui ne veut pas changer suffisamment rapidement pour gagner de l'élan et pour trouver pour attraper l'investissement public et aussi privé qui sera nécessaire. Merci Heather. Mario, Heather vient de dire qu'en fait, voilà, on avait besoin d'un élan pour investir, pour maintenir le cap, pour atteindre cet objectif de neutralité carbone. Et vous nous dites, de façon qui peut paraître un peu provocatrice, mais c'est votre analyse, c'est votre situation, vous pensez que aujourd'hui, l'objectif de neutralité carbone et de développement des énergies renouvelables va se heurter à la réalité. Et alors, quelle réalité? Qu'est-ce qui fait que ces objectifs de décarbonation et de neutralité carbone posent problème, selon vous? Voilà, quelque chose. Je veux dire, je partage en certaine mesure l'optimisme de mes collègues dans cette session, mais je vais partager quelques mots de scepticisme, voire pessimisme là-dessus. Moi, mon grand ennemi intellectuel dans presque tous les domaines de la vie, je pense, c'est la personne qui ne veut pas discuter les conséquences probables de ce qu'il propose de faire. Et c'est à ma droite et à ma gauche, pas dans ce panel, mais dans la vie politique, je veux dire,
on voit ce genre de personnes. Et la personne qui parle de... Allons d'abord avec des premiers principes. La personne qui parle du changement climatique comme une crise existentielle est souvent ce genre de personne. Pourquoi? Parce que quand vous parlez du changement climatique comme une crise existentielle, toute solution est justifiée. N'importe quel le niveau de souffrance humaine qui peut être le résultat. Donc c'est une manière d'éviter l'analyse de coût-bénéfice. Comme je pense, a dit Léon Trotsky, pas exactement ça, vous vous intéressez peut-être pas à l'analyse de coût-bénéfice, mais l'analyse de coût-bénéfice s'intéresse à vous. Ouais. Ok, je ne pensais pas que vous alliez citer Léon Trotsky, mais en préparant ce panel, ça ne me semblait pas votre référence première en tout cas. Et voilà, et pourquoi? Si vous êtes politicien et vous ne faites pas cette analyse de coût-bénéfice, vous allez perdre peut-être la prochaine élection. En fait, c'est ce qui vient de passer au président Biden aux États-Unis, en certaines mesures. Et même président Biden, qui croyait presque religieusement dans les politiques, dans l'action climatique, quand il a vu les Gilets jaunes en France, il avait l'intention d'augmenter les impôts sur l'essence. Il a vu les Gilets jaunes en France, il a dit non merci. Et voilà. Et donc maintenant, les démocrates aux États-Unis, ils commencent à s'engager sur des politiques climatiques dont les coûts peuvent se cacher du public. Et ça, c'est une mauvaise signe pour la démocratie, mais c'est aussi une mauvaise signe pour le climat. Pourquoi? Parce qu'une politique qui n'est pas, dans une démocratie, qui n'est pas politiquement soutenable, va pas réussir. Dans ces politiques, ils vont produire des effets humains qu'on ne veut pas, et ils ne vont pas produire l'effet qu'on veut. Et donc, donc, la chose à éviter, c'est la pauvreté énergétique. La précarité énergétique, hein, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas accès à l'énergie, c'est ça? Voilà. Et pour l'action climatique qui peut avoir de réussite, c'est l'action qui passe par l'abondance énergétique. Et donc la question, si on regarde les politiques des gouvernements qui sont dans le cadre de l'accord de Paris, qu'est-ce que ces politiques sont en train de faire? Dans la majorité des cas, je pense que, surtout dans le monde industriel, ces politiques sont en train de réduire l'approvisionnement d'énergie d'une manière qui va hausser les prix de l'énergie et va mener à la pauvreté, la précarité énergétique. Pourquoi? Regardons le secteur de l'électricité. Le problème, simplement, dans le secteur de l'électricité, c'est qu'on est dans le monde industriel, on est en train de mettre hors service les sources fossiles plus rapidement de ce qu'on peut déployer pour le moment des sources renouvelables. Aux États-Unis, il y a un problème qui est une version extrêmement mauvaise de ce problème, parce qu'avec les subventions de l'Inflation Reduction Act, ces subventions-là, ils ont empoisonné les économies de l'investissement dans les autres sources d'énergie dont on a besoin. Et donc, même si la capacité de génération du réseau américain électrique apparaît qu'il est en train de s'augmenter, mais en fait, il est en train de baisser. Et ça est en face d'une demande qui, surtout avec la révolution de l'IA, va augmenter peut-être 30-40% dans les prochains 5 ans. Et ça, c'est très concernant. Dans les secteurs de transport, encore, similairement, quand vous restreignez l'offre d'une commodité comme l'essence, dont la demande est inélastique, on peut réduire un peu la consommation, mais en échange des prix très élevés qui vont punir le public, qui vont pénaliser surtout les pauvres. Et le seul bénéfice, c'est vraiment des profits exceptionnels pour
les entreprises énergétiques. Donc, si je suis Exxon, je remercie Stop Oil. Voilà. Et donc, en fin de compte, si la médecine, si le médicament est pire que la maladie, vous cherchez un autre médicament. C'est ça. Ok, est-ce que je ne peux pas vous retourner un tout petit peu votre argument, Mario, en disant, quand vous dites, si on ne regarde pas les conséquences de sa politique, on est à demi aveugle. Mais là, aujourd'hui, sans vouloir faire de la politique, mais la politique énergétique que suit le gouvernement américain aujourd'hui ne semble pas faire grand cas des externalités ou des conséquences de cette politique. C'est-à-dire que vous nous dites, pour atteindre la neutralité carbone, il y a beaucoup d'impacts négatifs, attention, il y aura des problèmes sur la demande, sur les prix, sur tout ça, mais continuer à forer, à miser sur les fossiles, a aussi des impacts absolument catastrophiques qui ne semblent pas complètement être pris en compte par l'administration américaine d'aujourd'hui. On ne va pas faire le débat sur la politique de Biden ou pas. Est-ce que c'était voilà, c'était la solution, etc. C'était une solution qui nous paraissait, vue d'Europe, assez habile. Mais il y a quand même des conséquences aussi dans la politique que suit aujourd'hui le gouvernement américain. Écoutez, dans les dernières 15 ans, qui a réduit le plus les émissions de charbon, l'Europe ou les États-Unis? Dans les dernières 15 ans, alors les États-Unis ont réduit, une bonne question, hein, il faut toujours challenger le modérateur. Je dirais que les émissions baissent depuis 2005 ou 2008. Elles ont d'ailleurs baissé davantage sous le premier mandat de Trump que sous le mandat de Biden, un peu à cause du Covid, mais pas que. Donc effectivement, elles baissent aux États-Unis, mais au total, les performances de l'Union européenne sont, je ne vais pas dire 10 fois meilleures, mais bien meilleures que les performances américaines. Non. Dans les dernières 15 ans, la réduction la plus importante dans les émissions la réduction, mais je parle du stock, là. De carbone, dans les émissions de carbone, a été aux États-Unis à cause de la transition du charbon au gaz naturel comme base de l'électricité. Et ça, c'est une chose. Et ça, c'est un exemple, d'ailleurs, de la promesse de la technologie et l'innovation dans le marché. Okay? Mais l'autre chose que je veux dire, c'est que il y a un autre obstacle qu'on n'a pas touché ici au déploiement rapide des infrastructures renouvelables, et c'est le processus bureaucratique d'autoriser et évaluation des impacts environnementaux pour les infrastructures. Et avec ce système qu'il y a en Europe, le problème, et ça c'est un problème dont est saisie la Commission européenne, comme le gouvernement aux États-Unis. Ce qu'on a pu faire dans l'administration de Trump la première fois pour améliorer le système a produit un déploiement beaucoup plus grand de renouvelables sous Trump la première fois que dans les premières 2 années de Biden. Ok, Yon, vous vouliez réagir et ensuite on va prendre le temps, passe très vite. C'est là, Catherine aussi, tu voulais dire un mot? Non, parce qu'on va prendre 1 ou 2 questions de la salle. Est-ce qu'il y aura des questions dans la salle? Préparez-les. On en prendra 2 ou 3 en même temps parce que le temps file très vite. Et Iser veut dire aussi un mot. Oui, alors, Yon. premièrement, je suis très content de mentionner le fait que le dogme est toujours faux. De ne pas pouvoir discuter en détail et sur les faits de choses, c'est toujours une erreur. Donc je suis 100% d'accord, qu'on doit pouvoir discuter de l'ensemble de tout ce qui se passe. Et malheureusement... Ça s'appelle l'esprit critique. Voilà. Après, juste, je prends quand même l'occasion pour corriger 2 impressions. Donc l'énergie qu'on construit le plus dans le monde, c'est le solaire suivi par l'éolien. Et la Chine a construit depuis le début de cette année 200 gigawatts de solaire. Ce n'est pas subventionné en Chine. La fabrication, on peut en parler, mais l'installation du solaire en Chine n'est pas subventionnée. Elle n'est pas subventionnée dans la grande majorité des pays du monde. En fait, un des seuls endroits au monde où on subventionne les énergies renouvelables, c'est un peu en Europe et aux US. Pourquoi on le fait aux US? Parce que depuis la première administration Trump, politique qui a été entièrement continuée et suivie, et en plus, on va dire, renforcée par l'administration Biden, les panneaux solaires sont les produits les plus tarifés des US.
Et c'est pour ça qu'il y a une subvention pour compenser le fait que ces panneaux solaires sont tarifés. Donc ils valent 3 fois plus cher aux US que n'importe où au monde, inclus l'Europe. Donc pourquoi le charbon a diminué? Il n'a pas diminué à cause du solaire ou de l'éolien, il a principalement diminué à cause de la compétition du gaz. Donc si on veut parler de pourquoi on a perdu toutes nos centrales carbone, c'est le gaz, c'est pas l'éolien et le solaire. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui le gaz est attaqué par... Et oui, le gaz est plus difficile à être compétitif à cause du solaire et de l'éolien, en dépit du fait qu'on bloque presque complètement la construction de solaire et d'éolien aux US. Je veux juste rectifier ça. Ok, on prend les questions. Est-ce qu'il y a des mains? Une fois, 2 fois. Alors, monsieur, on va vous donner un micro. Est-ce qu'il y aura une autre question derrière, monsieur? Alors, allez-y, monsieur. Question courte, percutante. Oui, bonjour, merci beaucoup. En fait, cette table ronde s'est axée sur les questions de nouveaux modes de production d'électricité, mais pas sur les autres sujets qui ont trait à cette question de neutralité carbone, qui sont arrêter de consommer, donc arrêter d'émettre du carbone, ou de trouver des mécanismes de captation ou de compensation des émissions de carbone. Donc j'aurais aimé avoir un avis des différents panélistes si le sujet les intéresse sur ces points-là. Merci. Claude Imoven va vous répondre. De mon opinion, pas en tant que président d'Orano, mais j'ai passé une grande partie de ma carrière chez un grand groupe français qui fait des produits notamment d'isolation. Donc je crois que la meilleure énergie, c'est celle qu'on ne consomme pas. Donc il faut continuer à faire de grands efforts d'économie d'énergie, c'est clair. Je voudrais aussi en profiter pour pas laisser l'impression que je pourrais être contre les énergies renouvelables. Je suis farouchement favorable aux énergies renouvelables. J'habite pas très loin d'ici et j'ai des panneaux solaires qui produisent 18 000 kWh. Vous avez dit d'ailleurs que le bon mix était nucléaire et ENR. Oui, bien sûr. Mais, en tout cas, c'est le mix français. Mais c'est le choix français. Après, le choix du mix, c'est un choix politique. Je voulais dire aussi que c'est toujours compliqué de comparer le coût des énergies. Je me souviens d'un professeur d'économie qui est mort il n'y a pas très longtemps et qui aimait bien parler par parabole et qui disait quel est le coût pour la SNCF du dernier voyageur pour Béthune. Ça dépend. Si le train est à moitié vide, c'est 0. S'il faut rajouter un wagon, c'est le coût de raccrocher le wagon, ou le coût de rajouter une locomotive, ou le coût de faire une nouvelle voie. Alors là, vous voyez, donc, quand on parle de... L'exemple que vous avez cité était très parlant. On avait tout intégré, la production, le stockage, etc. À l'échelle d'un pays, le coût de l'intermittence peut être colossal. Il n'est pas le même pour un pays comme la France, qui a des réseaux établis, etc., ou un pays où il faut tout construire. Donc, tout ce qui est simple est faux, mais tout ce qui est compliqué est inutilisable. Merci. Merci, Claude. Bon, Kathleen, je crois que le temps a filé très, très vite. Je dis un mot. Je pense qu'aujourd'hui, les États-Unis réagissent comme un producteur de fossiles. L'Europe n'est pas un producteur de fossiles. L'Europe, si elle se débarrasse des fossiles, aura en plus l'avantage de gagner en souveraineté. Bon, on a bien vu avec la crise de l'Ukraine. Donc je crois que c'est psychologiquement une différence importante. Mais je suis d'accord que c'était très utile et sympa de discuter sur ces questions-là. Isa, vous vouliez dire un petit mot encore? Juste peut-être pour répondre aux questions. Très bien, allez-y. Aussi, parce que, alors, juste trois points sur ce sujet. En ce moment, la seule technologie qui peut vraiment atteindre une grande échelle pour stocker la carbone, c'est la nature. Bon, on a plus que ça. Les puits de carbone naturels, les forêts, oui. Oui, et tout ça. Donc, il y a des questions de flux et de stockage, et surtout les deux, ce n'est que ça. Donc, déforestation, c'est vraiment un très grand défi, pas tout simplement pour la nature, mais aussi pour le climat. Deuxième chose, il faut bien sûr investir dans des nouvelles technologies pour stocker le carbone. Mais il ne faut pas imaginer que ça va arriver à terme et aussi à l'échelle nécessaire en 5 ans. On est beaucoup d'années de ça. Donc, il faut vraiment penser aux solutions basées sur la nature pour le court terme, peut-être le moyen terme. Et le danger en ce moment, c'est tout simplement la distraction. Qu'en fait, il y aura beaucoup plus de pression par les gouvernements, etc., à investir dans les solutions technologiques plutôt que les solutions naturelles. Et on a besoin aussi des solutions naturelles, surtout dans le sud du monde.
Donc, il faut voir comment protéger l'Amazone, les forêts dans l'Afrique, etc., comme solution, mais aussi, bien sûr, aussi pour l'eau. Par exemple, si les forêts de l'Afrique centrale seront détruites à la même vitesse que maintenant, en 10 ans, il y aura vraiment vraiment la nature aura peine à produire l'eau nécessaire pour le Nil. Et si on pense des millions de personnes, des centaines de millions de personnes qui seront affectées, ça sera aussi quelque chose de très grand pour l'Europe. Voilà, il y a donc différents chemins pour mener à la neutralité carbone. Il faudra bien penser aux externalités négatives, mais il y a quand même une très grande urgence et il faudra jouer de tous les moyens. Merci à tous nos panélistes et merci à vous, cher public, d'avoir été là.